Place tout de suite au débat. On va aller au cœur du sujet. Est-ce que les entreprises sont-elles en mesure d'assumer leur obligation de vigilance numérique? On détaille tout de suite tout ça avec mes invités. Et je vais commencer avec vous, Stéphanie. On va revenir sur le cadre juridique dont vous avez parlé en introduction. Est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble, quelque chose qui guide justement ces textes, une ligne directrice? Merci Arnaud pour cette question. Alors effectivement, il y a bien une logique d'ensemble, mais la cohérence, il faut l'admettre, elle n'est pas forcément visible au premier abord. Parce que, en fait, nous sommes face à des textes qui ont été construits par étapes successives. Ils ont des objectifs complémentaires, parfois parallèles, et ça peut donner l'impression d'un millefeuille, alors qu'en fait, on est avant tout face à un maillage. Si on entre assez rapidement sur les grands textes, parce que pareil, je voudrais éviter de donner l'impression d'un millefeuille. Partons sur le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles qui date de 2018. C'est vraiment le texte fondateur. On peut parler vraiment carrément de socle, parce qu'il ne va pas parler directement de cybersécurité, mais il va instaurer différentes obligations, comme des mesures techniques et organisationnelles. En termes de responsabilité, il va également instaurer le Privacy by Design. Donc, les entreprises doivent instaurer une logique de prévention et de documentation continue en cas de contrôle des autorités, et donc de la CNIL en France. Et donc, c'est à partir de ce premier socle qu'on a vu se déployer d'autres textes, et c'est vraiment une nouvelle génération de normes qui est intervenue ensuite. Sans entrer dans trop de détails, je vais juste en viser deux autres, qui sont le règlement sur l'intelligence artificielle, donc qui se développe, qui est en train d'entrer en vigueur progressivement. Lui, il a une approche par les risques et il cherche vraiment à maîtriser les effets, notamment des systèmes à haut risque. Donc, on est sur une vigilance ciblée et axée sur l'impact avant tout. Et après, on a deux autres textes, qui a DORA et NIS 2. Donc, c'est des textes vraiment assez thématiques qui imposent une montée en puissance de la résilience opérationnelle, donc en termes de gestion des incidents, par exemple, de tests de résistance ou de contrôle de la chaîne de sous-traitance. Donc, ils sont très structurants, mais avec des périmètres limités, ils ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. Donc, le fil rouge, c'est vraiment la gouvernance du risque numérique qui repose sur 4 piliers transversaux. 1, la responsabilité des organisations. 2, la traçabilité des choix et des actions. 3, c'est la proportionnalité des moyens qu'on met par rapport au risque. Et 4, c'est vraiment l'exigence continue de formation, de documentation et d'intégration de la gouvernance au sein des organisations. Donc on voit des obligations très fortes. Est-ce que ça veut dire que ça offre ce cadre plus de sécurité, ou au contraire, comme certains veulent le faire savoir, c'est plus de complexité pour les entreprises? Alors effectivement, on pourrait considérer que de prime abord, il y a plus de complexité parce qu'il y a plus de textes, mais c'est avant tout plus de complexité pour les entreprises qui n'avaient pas encore développé ou déployé toutes leurs procédures internes. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, ces textes ne prétendent pas empêcher une attaque, mais néanmoins, elles vont offrir un socle de règles et de réflexes à mettre en place, très important pour justement limiter l'impact du risque et limiter la couverture, l'ampleur d'une cyberattaque. Donc vraiment, si on doit conseiller, on va dire 3 petits conseils pour les dirigeants, c'est renforcer vos exigences de traçabilité, de documentation, d'auditabilité. Regardez peut-être en détail la granularité de certains textes qui pourraient vous appliquer, qui pourraient s'appliquer à vous, et regardez, comme l'a pu le dire Romain en introduction, les endroits où les parties prenantes pourraient être à même de vous regarder avec une certaine intensité, que ça peut soit vos assureurs, vos investisseurs ou vos clients. Et essayer de regarder ça le plus tôt possible. Exactement. Et pas de découvrir les textes une fois qu'ils sont publiés, c'est ça? C'est ça. Alors Romain, on va venir sur un côté un peu plus opérationnel. On a vu le cadre juridique décrit par Stéphanie. Est-ce que ces obligations qui sont contenues dans ces textes sont-elles adaptées à l'environnement des entreprises au niveau opérationnel? Quand on se pose cette question, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est de savoir si ça recouvre une réalité en termes de risque. Et le deuxième, c'est de savoir si les exigences qui sont mises en place sont faciles d'adaptation et d'application pour les entreprises.
Sur le premier point, comme on mettait tous deux en avant avec Stéphanie, il y a une croissance du risque et une complexification du risque. Donc je pense que sur le premier aspect, à savoir est-ce que le législateur a bien pris la mesure de ce qu'était le risque cyber et est-ce que le législateur met en place une philosophie et un cadre qui veulent le prévenir, pour moi la réponse est oui. Sur le deuxième sujet, qui est celui de savoir si devant ce millefeuille, il est simple pour tous de s'y adapter et de rentrer dans le cadre. Là, on est dans une réponse qui est un peu plus fine, un peu moins noir et blanc, à savoir que pour les grands acteurs, les acteurs institutionnels comme les banques, comme les assureurs ou autres, il y avait déjà, avant la création de toutes ces normes, des équipes dédiées, des équipes juridiques avec probablement des juristes data, des juristes RGPD. Donc ils avaient déjà vu ces textes et les conséquences. Tout à fait, et ils ont les ressources internes en fait pour comprendre que il y a une grande philosophie. Tous ces textes se recoupent sur des points centraux qu'on verra sûrement un peu plus tard, mais tels que la création d'une gouvernance. Enfin, je ne vais pas les détailler. Mais le fait est que quand vous avez les ressources internes pour le comprendre, l'effort est moindre en fait. Vous les prenez par un, vous avez le temps et l'énergie en fait de capitaliser sur ce qui a été créé pour l'implémenter, et c'est d'autant plus facile. Pour des acteurs de taille moindre comme les PME, TPI, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut faire appel à des ressources externes. Ce qui est, à nouveau, très souvent, on parle du fait que ces textes permettent une adaptation des obligations aux moyens et à la taille de l'entreprise. Alors c'est vrai en théorie, mais ce que je peux voir dans la pratique, c'est que on a un effet de ruissellement qui fait in fine, quelle que soit votre taille, vous aspirez toujours très souvent à une clientèle institutionnelle. Et pour obtenir cette clientèle, en fait, vous devez sécuriser ces demandes, notamment dans les appels d'offres ou autres. Et donc, cette proportionnalité, dans la pratique, elle est beaucoup moindre qu'on l'imagine, parce que même si vous êtes une petite structure, très souvent, vous avez des clients plus gros et qui vont vous faire poser ces moyens assez lourds. Est-ce que justement, ce cadre, il favorise la montée en maturité des différentes entreprises ? Oui, clairement. Clairement, on le voit, parce qu'on voit plusieurs tendances. La première, c'est que la plupart des entreprises, en tout cas celles qui le peuvent, sont en train d'instaurer une gouvernance, premier point. Avant, c'était un risque qui était plutôt un risque technique, qui était porté par les directions informatiques. On voit une évolution, notamment, je le vois vis-à-vis de ma clientèle, où on est beaucoup plus en contact avec des DPO, des Chief Compliance Officers. Les entreprises sont vraiment en train de constituer des équipes dédiées qui appréhendent le risque cyber, non pas d'un point de vue technique unique, mais d'un point de vue de gouvernance globale. D'accord. Deuxième point, on voit un déplacement, forcément avec le fait qu'on rende les dirigeants d'entreprise à la direction responsable. On voit que en fait, c'est plus un sujet d'intérêt uniquement technique dans les entreprises, qui est un peu relayé, ou un sujet documentaire. On voit qu'il y a une culture d'entreprise qui est en train de se créer, et que c'est des sujets qui intéressent maintenant tous les membres des directions. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a une décennie ou un peu plus. Et deux derniers points sur les évolutions positives qu'on peut voir. Je n'ai pas connaissance d'un seul de mes partenaires qui n'ait pas développé un programme de sensibilisation en interne. C'est vraiment quelque chose qui se met en place, en tout cas très largement au sein des entreprises françaises et européennes. Donc on voit qu'il y a une acculturation pour le cyber, et ça se limite pas à du papier et à quelques process. On est vraiment en train de prendre la mesure et de faire en sorte que tous les employés des entreprises prennent la mesure de ce risque et les bons réflexes. Et enfin, dernièrement, c'est peut-être ça qui me marque le plus dans cette période. On voit qu'il y a des standards qui sont en train de se mettre en place. On en parlera probablement un peu plus tard, mais notamment portés par les assureurs. D'accord. Et on peut voir que toutes ces normes, indirectement, ont vraiment contribué à créer une vision globale d'un standard en matière de cybersécurité, qui est partagé par tous les acteurs. D'accord. Stéphanie, Romain parlait des dirigeants aussi au niveau du risque, d'impliquer les dirigeants. C'est important aussi, cette question ? Je dirais même que c'est fondamental. Alors, il
c'est vrai que le dirigeant, les dirigeants, parce qu'il peut y avoir des membres du conseil d'administration, ils sont stratèges. Donc, il faut leur laisser toute la place pour qu'ils puissent réaliser cette stratégie. On ne doit pas attendre d'eux, que ce soit les investisseurs, que ce soit les autorités, on ne doit pas attendre d'eux trop de connaissances techniques, parce que c'est vraiment, ces textes par moments sont très spécifiques. Et plutôt, je pense que ils doivent être perçus comme des pilotes de la résilience. Et si on essaye de donner quelques clés de lecture, je pense qu'il faut juste qu'ils soient en mesure de s'assurer qu'ils aient les bons réflexes opérationnels et que l'organisation est à même de tenir en cas de pression, notamment en cas d'attaque. Et comment on fait alors ? Alors, il y a 3 leviers. Je pense que le premier, c'est quelle est la chaîne de responsabilité qui existe ou qui doit être mise en œuvre au sein de l'organisation, qui décide, qui va notifier, qui va alerter, comment ça va se passer en interne également. Ensuite, est-ce que les ressources existent ? Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Ça peut être des ressources humaines, financières, quels avocats, combien ont été affectés au cabinet en termes de compliance. Et c'est vrai qu'on peut effectivement pas sécuriser sérieusement si l'enveloppe, elle est trop restreinte. Et le troisième levier, c'est vraiment le cadrage régulier, c'est-à-dire que ça peut pas être juste une mission confiée à la DSI, ça doit être, je reviens sur ce que tu disais à juste titre, c'est une gouvernance globale avec des indicateurs clairs en termes de performance, plan d'action, quel est le taux d'incident, quel est le degré de maturité, comment on peut progresser de façon constructive. Et un point quand même à avoir en tête pour les dirigeants, et tu l'as évoqué brièvement en introduction, c'est que la responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée en cas de carence si on démontre que l'organisation interne, elle est manifestement insuffisante, qu'il n'y avait pas assez de mesures de prévention qui ont été anticipées, et enfin, s'il y a des signaux faibles qui ont été ignorés. Donc, vraiment, l'idée pour les dirigeants, c'est ayez une posture active. Par exemple, exiger des stress tests et des exercices de crise. N'hésitez pas à challenger vos propres prestataires dans des audits et surtout décloisonner de façon à ce que toute votre organisation interne se parle. Alors Stéphanie, vous évoquez des stress tests. Est-ce que les dirigeants sont suffisamment formés à ces risques ? En termes de formation, alors effectivement, il y a une vraie dynamique de progrès. Je pense que les conseils d'administration prennent conscience de ces sujets cyber qui sont de plus en plus mis à l'ordre du jour, notamment avec l'IA. Puisque aujourd'hui, ça ne relève plus uniquement de la DSI, c'est vraiment inscrit à l'ordre du jour des conseils d'administration. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport très intéressant de Deloitte qui indique que 60% des administrateurs interrogés aujourd'hui indiquent que l'IA, c'est désormais un sujet de préoccupation qui est souvent inscrit à l'ordre du jour des conseils. Mais voilà, c'est pas encore le cas pour toutes les entreprises, notamment les PME. Ça suppose une acculturation progressive. Et c'est en ça, je pense que le juriste peut contribuer aussi à faire évoluer les mentalités en interne avec des exercices de crise, des retours d'incidents et des dialogues réguliers entre la direction et les opérationnels. Alors, on va venir sur le niveau de responsabilité juridique des entreprises avec vous, Romain. Aujourd'hui, c'est quoi le degré de responsabilité des entreprises ? Il est important. Déjà pour une raison principale, parce que le risque cyber est un risque qui a des occurrences très, très rapides et qui est important, comme on le disait en fait quand on parlait des responsabilités. C'est un risque réel et qui peut vraiment être dommageable, impacter l'entreprise, voire la faire mourir tout simplement. Et pour en revenir à la responsabilité des entreprises suite à ça, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que la plupart de la responsabilité est à l'heure actuelle portée par l'entreprise finale. Alors qu'on est dans des schémas très complexes, avec souvent énormément de sous-traitants, énormément de partenaires, et en tout cas dans la protection de la cybersécurité, un risque qui va être couvert par plusieurs moyens et plusieurs prestataires. Oui, puisqu'on est dans une chaîne. Oui, tout à fait. Et aussi parce que les attaques sont de plus en plus complexes et qu'elles ne sollicitent pas qu'un point de pénétration, mais souvent plusieurs. Il y a aussi ça. Donc, qui dit plusieurs points de pénétration, dit éventuellement plusieurs prestataires. Bien sûr. Et là où ce risque est important, c'est qu'à nouveau, il est difficile, en tout cas sur le court terme, à comprendre dans son intégrité et en tout cas, quand vous avez une attaque, il vous faut du temps avant de comprendre qui l'a fait, comment et quel a été l'impact.
Et derrière, pourtant, l'exigence qui va sur les prestataires qui est portée par les prestataires informatiques, et c'est probablement un problème d'acculturation, c'est une exigence, en tout cas venue des clients, qui est une exigence d'obligation quasiment de résultat. D'accord. Ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de risque, enfin, c'est pas avoir de problème, alors que dans la pratique, on a des enjeux très complexes et que très souvent, quand il y a une faille, on est incapable de savoir d'où ça vient, en tout cas au tout début. D'accord. On va voir aussi un point qui me semble important, c'est l'impact du cadre sur la gouvernance interne, sur l'organisation de l'entreprise et sa gouvernance. Est-ce que cette pression réglementaire, elle pousse les entreprises à revoir leur gouvernance interne ? Tout à fait. Déjà, on voit la création de postes de direction comme les Chief Compliance Officers, ou la montée en puissance des équipes juridiques, des DPO, des équipes informatiques. Et on les voit se déplacer en fait de positions qui étaient avant un peu plus techniques vers des positions de stratégie. Donc on voit que l'entreprise se reconstruit autour de ce risque et de ses exigences en fait, d'amélioration en faisant évoluer ce triptyque qui est équipe sécurité, équipe légale et équipe informatique. Et derrière, à nouveau, comme le disait Stéphanie, la sécurité cyber, ce n'est pas une sécurité qui doit être portée uniquement par les équipes cyber. En fait, c'est le problème de tous. Vous le voyez très bien quand vous avez un incident. Il y a un aspect marketing, il y a un aspect commercial, il y a la communication client, la communication extérieure. Il y a forcément l'aspect légal ou l'aspect IT, bien sûr. Et comme vous le voyez, tout ça, ça amène à une réflexion qui ne peut plus être silotée. Donc ça doit être transverse. Tout à fait, et anticipé. Ça doit vraiment amener à une gouvernance et par ailleurs transverse, comme vous le dites. Alors, il y a un autre point, Stéphanie, qui me semble important. Les entreprises se sont emparées de l'IA. Quand il y a un incident aujourd'hui implique un outil d'IA, qu'est-ce que ça entraîne en termes de responsabilité pour déterminer la responsabilité ? Alors, oui, alors c'est intéressant parce que l'IA ne dilue pas du tout la responsabilité, elle va en redessiner les contours. Et si on se concentre sur le règlement intelligence artificielle, il va poser une série d'obligations aux entreprises qui vont déployer ou qui développent des systèmes d'IA, notamment à haut risque. Et les entreprises utilisatrices, elles sont responsables de l'évaluation des risques, de la supervision humaine, et de la qualité des données et de la transparence également des interactions. Donc, ce qui est intéressant de voir pour ceux qui nous regardent, c'est que même si l'outil d'IA qui a généré un incident, il est fourni par un tiers, l'entreprise utilisatrice donc qui utilise cet outil, mais qui avait été sous-audité ou sous-contrôlé, va pouvoir considérée comme co-responsable. Et à cela, qui est un régime un peu spécifique, va s'ajouter un régime de responsabilité classique, qui est par exemple la responsabilité du fait des produits défectueux ou du fait des choses, étant précisé qu'il y a une proposition de directive sur la responsabilité qui est liée à l'IA, qui va faciliter l'accès des victimes à la preuve avec un renversement de la présomption de responsabilité pour les systèmes d'IA à haut risque. Et il y a également une proposition de directive du fait des produits défectueux, et qui va inclure dans la notion de produit les logiciels autonomes et les systèmes d'IA. Ça viendra élargir seront de facto plus concernés les systèmes d'IA, puisqu'ils pourront rentrer dans cette notion de directive de façon express. Donc, vraiment à retenir, donc, sur la base du règlement IA en tant que fournisseur, déployeur, mais également en tant qu'utilisateur, vous pourrez voir votre responsabilité retenue si vous avez insuffisamment supervisé l'outil avec une supervision humaine, s'il y a une insuffisance de documentation ou insuffisance d'analyse des risques. Alors justement, pour éviter ces soucis,
pour éviter que sa responsabilité soit engagée. Comment les entreprises peuvent-elles se protéger dans un cadre, on l'a vu, qui est très mouvant, où on a une explosion aussi des cybermenaces? Oui, c'est une bonne question, Arnaud, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de ligne Maginot numérique, puisque la meilleure défense aujourd'hui, c'est pas l'invulnérabilité, c'est vraiment savoir être agile et vraiment vivre avec la menace, parce que la menace, elle est constante. Aujourd'hui, les entreprises, de toutes les façons, pour vivre, une entreprise, elle doit pouvoir être résiliente et pouvoir affronter des crises. Donc, l'idée, c'est pas de la bloquer, c'est au contraire de lui donner des outils pour agir. Et dans la mesure où la menace, elle est vivante, c'est pouvoir se reposer sur une gouvernance claire, des comportements lucides et surtout, encore une fois, on l'a déjà dit, mais pouvoir anticiper parce que dès lors qu'on peut anticiper, ça permet aussi de garantir une meilleure réaction a posteriori. Donc, il y a des arbitrages et les arbitrages, ils sont importants puisque il va être nécessaire d'identifier les actifs critiques de l'entreprise, de réduire la surface d'attaque dès lors qu'il y a des attaques cyber. On doit pouvoir dire, OK, ils vont pouvoir attaquer là. On sait qu'on n'est pas encore à 100% là-dessus, mais ils ne pourront pas attaquer là parce que là-dessus, on est bon. Et ça, c'est le dernier point, c'est le dirigeant en conscience. Il doit être à même de dire j'accepte tel et tel niveau de risque, mais ça doit être documenté et il doit y avoir une cartographie pour dire ok, mais peut-être que là je l'accepte, mais à 2 ans je l'accepte pas. Donc quel est le plan pour mitiguer ces risques à plus ou moins long terme? Alors, il y a un autre aspect qui est important, me semble-t-il, Romain, c'est quand on parle risque, on parle évidemment assureur. Quel est justement, comment les assureurs appréhendent-ils ce risque et est-ce qu'ils sont devenus des acteurs structurants en la matière? Clairement, je trouve que ce sont des très bons marqueurs en fait de l'état de la perception de la cybersécurité en France et à l'international. Ce qui est amusant, c'est que avant la pandémie, où on a vécu une explosion des attaques cyber et puis de l'usage de tout ce qui était moyens informatiques, les assureurs avaient beaucoup de mal à vendre leurs produits, leurs assurances de cybersécurité. Et il y avait vraiment une démarche proactive pour en justifier l'intérêt auprès des clients. Et en fait, c'est là où on voit d'ailleurs ce qui fait écho au rapport de l'ANSSI, que depuis 5 ou 6 ans, il y a cette explosion en fait de la menace cyber. On est passé de cet état de fait où les assureurs étaient quasiment demandeurs, ce qui est rare, à une situation où maintenant, certains d'entre eux, certains acteurs de l'assurance déjà ont arrêté de commercialiser des assurances cyber et où ceux qui continuent à le faire en fait ont des exigences d'entrée assez importantes avec des Le coût est cher. C'est ça? Le coût est cher, mais derrière, en fait, il y a énormément d'exclusions. On vous fait passer des audits externes. On vous demande vraiment, et c'est intéressant parce que vous me demandiez s'ils étaient des acteurs constituants du panorama de la cybersécurité. En fait, ils vont quasiment vous demander par anticipation de vous mettre au niveau de ces réglementations qu'a détaillé Stéphanie, en fait. Ils vont vous demander d'avoir une gouvernance interne. Ils vont vous demander de leur montrer votre process. En fait, ils vont vous faire passer des questionnaires, des audits, où vous allez devoir expliquer quel est votre process de remontée du risque. Vous allez devoir détailler vos détections. Donc, vous êtes quasiment, avant même de signer votre assurance, vous êtes quasiment audité NIS 2, RGPD et DORA, en fait. Alors, on imagine que les grandes entreprises sont mieux outillées que les petites, mais est-ce que les entreprises, justement, tirent les petites vers le haut en, justement, essayant que les petites entreprises vont également essayer de s'outiller comme les grandes pour faire face à ces risques? Je pense que le premier sujet, de facto, c'est ce qui arrive, mais le premier sujet, c'est de se dire que là, on utilise beaucoup le terme risque. Mais en fait, on peut aussi attacher à la réglementation cyber le terme valeur. Il y a toujours un pendant. On a pu le voir avec le RGPD il y a à peu près une décennie, où on pensait, beaucoup de médias disaient que ça allait être un frein à la compétitivité des entreprises européennes. Ça l'a peut-être été pendant 6 mois, 1 an. Et en fait, au bout d'1 an, comme l'Europe avait imposé des standards internationaux, ça a été une valeur ajoutée sur les produits européens parce que quelqu'un préférait pouvoir utiliser un produit qui protégeait sa donnée et qui pouvait déployer partout dans le monde, qu'utiliser un produit qui pouvait simplement déployer aux États-Unis et où
dans un pays particulier. Là, on est on est dans le même process en fait. On est dans un nouveau degré qui est une nouvelle couche, la couche cyber, où l'adaptation va être difficile, mais ça va sûrement créer de la valeur à terme. Il faut imaginer que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, les clients iront vers les prestataires qui sauront être conformes et qui leur donneront cette confiance en fait de valeur ajoutée due au fait que le risque cyber est moindre sur un produit qui est acheté. Donc je reviens à votre question sur les petits qui sont tirés vers le haut par les grands. De facto, on avait parlé de l'effet de ruissellement. Il est certain, je ne sais pas si c'est perçu comme ça par les petits à l'heure actuelle, mais il est certain que à l'heure actuelle, pour obtenir des marchés, notamment avec des entreprises de taille importante et ou des acteurs institutionnels, par cet effet de ruissellement qui fait qu'eux ont les obligations maximales, vous devez vous astreindre à avoir les obligations maximales quand vous vendez, à suivre les obligations maximales quand vous vendez votre produit. Donc forcément, ça va attirer les petits à s'y conformer. Alors Stéphanie, on a évoqué ensemble l'IA et du coup il y a de nouveaux types d'arnaques plus sophistiquées, comme je pense par exemple au deepfake. Est-ce que les collaborateurs, les entreprises elles-mêmes sont-elles suffisamment formées pour reconnaître ces deepfakes et ces arnaques très sophistiquées? Il y a un peu la réponse dans votre question, Arnaud, mais effectivement, aujourd'hui, c'est bien d'entraîner nos pare-feux, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment nos cerveaux à tous qu'il faut entraîner, et c'est vraiment par la répétition que ça fonctionne, parce que tant qu'on n'a pas été confronté vraiment à une tentative d'escroquerie par deepfake, qu'on n'a pas eu un faux appel de président où on pense que c'est notre président en toute bonne foi, on ne peut pas avoir les bons réflexes s'il n'y a pas eu d'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les pirates, ils utilisent 3 faiblesses humaines, le stress, l'autorité et la confiance. Dès lors qu'ils appuient sur les 3 en même temps, tous les signaux sont rouges. Et en fait, vraiment, le réflexe de base, c'est pouvoir identifier ces 3 sujets et ensuite donner les clés pour justement les contrecarrer. Ah, le stress. Ah, j'ai un doute sur le numéro de téléphone parce qu'il m'a appelé sur WhatsApp. C'est comment je peux faire justement pour les détourner. Est-ce que je peux te rappeler sur ton téléphone usuel ? Pour information, il y a l'ANSSI et la DNUM qui viennent de sortir « Je clique ou pas », qui permet justement, quand vous recevez un mail et vous hésitez, est-ce que c'est pas une tentative de phishing, de vérifier ou non, s'il s'agit d'un mail légitime. Donc, c'est assez intéressant, mais il y a beaucoup d'autres moyens de formation. Hein. Donc, le deepfake, c'est un petit peu, même s'il faut aujourd'hui, il faut 5 minutes avec l'IA pour préparer un deepfake. Les deepfakes plus élaborés prennent un peu plus de temps. Mais voilà, c'est des scénarios simples. C'est important d'avoir des sessions de débriefing après ces formations pour voir ce qui a fonctionné, de voir ce qui a un petit peu moins fonctionné, qui a douté. Et c'est vrai que l'ANSSI parle d'une notion que j'aime beaucoup, c'est la désobéissance constructive. C'est quoi ? Alors, on forme justement les collaborateurs à pas être trop dans l'autorité, c'est-à-dire douter. C'est le doute légitime, c'est pouvoir dire ça me semble bizarre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles les entreprises doivent vraiment inciter à ce que le doute soit encouragé. Et c'est pas forcément évident parce qu'on nous demande d'être toujours très sûr de nous. Bien sûr. Et au final, ce petit doute, ça peut permettre d'économiser énormément d'argent aux organisations qui sont victimes de cyberattaques. Romain, pour vous aussi, c'est important de sensibiliser les équipes à ces nouveaux risques ? Oui, alors clairement pour 2 raisons. La première, parce que les textes mettent en place une obligation légale en fait de sensibiliser les équipes. Donc premier sujet. Si vous voulez respecter la loi, notamment DORA et NIS 2, c'est une obligation. Mais le deuxième point qu'a mis en avant Stéphanie, avec justesse, c'est que dans la cybersécurité, on fait une différence entre les notions de surface technique et surface humaine. La surface technique, elle est on peut très souvent la défendre et prévenir ses attaques via la technique. La surface humaine, forcément, vu que le point d'entrée c'est l'humain, elle ne peut se protéger que par la formation et la prise de conscience des individus. Donc effectivement, comme le disait Stéphanie, c'est d'une importance cruciale. Et surtout,
C'est la direction que prennent les nouvelles attaques à l'heure actuelle, qui mélangent beaucoup technique et humain, voire beaucoup plus humain que technique. D'accord. Stéphanie, un autre point qui me semble important, c'est aussi, vous êtes directrice juridique, comme Romain, et j'ai envie de dire, le juriste dans tout ça, quel est son rôle ? Le juriste, il a plusieurs rôles, hein. Il est certes garant des règles, mais je pense qu'aujourd'hui, toute cette réglementation, parce qu'il y a celle obligatoire que j'ai abordée très très brièvement, mais il y a aussi celle que les organisations peuvent décider de prendre avec les normes facultatives, notamment les réglementations ISO et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est quoi le juriste ? C'est un architecte de la vigilance, donc il doit concilier les normes, il doit concilier la direction, il doit concilier les autres personnes qui l'entourent. Donc, je pense que si on doit résumer, il y a trois missions importantes. 1, la prévention, la formation et la coordination. La prévention, ça va passer par la rédaction de chartes internes qui doit vraiment rendre vivantes, et ça ne doit pas être des documents qui doivent finir dans un tiroir. Il doit également proposer des clauses contractuelles, que ce soit les DPA pour le RGPD, toute la réglementation qui est requise par DORA. Ça va être mise en place également de procédures de double validation, des audits fournisseurs. Sur la formation, je ne vais pas revenir dessus, mais Romain l'a bien évoqué. Mais il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les outils de sensibilisation de l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr. Et la coordination, c'est vraiment cette logique de gouvernance transverse qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Mais vraiment essayer d'avoir un rôle actif dans les comités de crise. Et ça s'anticipe, parce que quand il y a une crise, quand on n'est pas informé, il n'y a pas de standard. Il ne va pas y avoir de réflexe. Voilà, et on peut arriver à un bout de chaîne. Donc vraiment, l'idée, c'est anticiper pour que le juriste ne soit pas uniquement en mode extinction pompier de feu, et il doit vraiment pouvoir faire du step back et vraiment être vraiment un gardien du business. Alors, pour anticiper, comme le dit Stéphanie, Romain, il faut connaître la menace. C'est quoi les différents types d'attaques aujourd'hui ? Alors, il y a une évolution majeure vers 4 typologies plus importantes que les autres. La première, c'est... alors celle-là, elle est assez traditionnelle, elle a probablement une décennie, c'est tout ce qui est attaque DDoS, en fait. Alors, c'est le fait de faire notamment tomber un site web ou pénétrer un site web parce qu'on envoie une multiplicité d'entrées, en fait, de connexions dessus. La deuxième, c'est, on en a beaucoup parlé, en fait, c'est ce qui est en train de se développer, tout ce qui est deepfakes, en fait, donc l'ingénierie sociétale, tout ce qui va être les moyens, notamment portés par l'IA, de se faire passer par un membre de l'entreprise ou un humain et d'obtenir la confiance d'un employé de l'entreprise pour passer ses protections. Donc ça, c'est ce qui fait un peu la une des médias à l'heure actuelle, notamment avec un WPP ou d'autres. Troisième typologie, il y a beaucoup de... entre autres choses, il y a énormément de scrapping qui s'est développé au fil des années. Donc là, on est sur une typologie qui n'est pas une typologie dont la logique et de faire tomber un site web, de nuire à un individu, c'est plutôt une typologie d'obtention d'informations, d'espionnage. D'accord. Où, portés par l'IA, en fait, des pirates vont rentrer dans les données de l'entreprise et récupérer des informations, notamment commerciales, pour les revendre ou les utiliser. D'accord. Et voilà, on est sur les typologies majeures qui se développent à l'heure actuelle. Stéphanie, c'est quoi les attaques les plus difficiles à détecter ? En fait, les attaques les plus difficiles à détecter, ce sont celles qui sont hybrides, on va dire, qui utilisent les mêmes modes et les mêmes techniques de fonctionnement que l'entreprise, parce que celles-là, elles vont pas répondre aux signaux faibles qui permettent la détection par des outils. Et donc, c'est pour ça qu'on revient sur l'importance de la supervision humaine, parce que celles-là, elles vont pas passer forcément le cap de la détection automatique, et donc l'importance de l'humain dans ces rôles-là, elle est indispensable. Et donc, encore une fois, la formation pour identifier les critères qui permettraient de vérifier les petits indices comme quoi il peut y avoir attaque, c'est indispensable. Alors, je rappelle que vous êtes ambassadrice IA pour la DGE. Est-ce que l'IA, ça transforme les modes opératoires des cybercriminels ?
Ah, malheureusement, oui, effectivement, parce que l'IA aujourd'hui industrialise la fraude et les pirates peuvent créer en quelques secondes vraiment des mails de hameçonnage super clairs, des messages vocaux parce que les dirigeants s'expriment assez facilement donc dans tous les médias, donc ils récupèrent la voix et ils peuvent à partir de la voix des images créer des deepfakes très très bien montés et même des contenus narratifs qui vont être traduits dans plusieurs langues et ça peut vraiment avoir des impacts très forts. Et donc, encore une fois, au-delà de l'humain, la réaction, elle doit être plus rapide et également transversale, comme on l'a déjà expliqué. Donc, agir plutôt, dès que vous avez, il y a une faille, il faut agir promptement. Avec la cellule de crise qui est multi-compétences. Romain, pour terminer, vous aussi, réaction rapide, formation, évidemment, comme on l'a dit, c'est des éléments qui sont importants. Ah oui, tout à fait essentiel. Je reviens juste sur ce qu'on disait sur l'IA et les hackers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, c'est quasiment eux qui ont porté l'IA au début des années 2010, en fait. C'est peut-être les pirates qui en ont vu l'intérêt en tout premier. C'est les pirates qui ont commencé à importer l'IA. Tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que à l'heure actuelle, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui en fait, c'est que on a très longtemps mis des moyens humains en face des pirates. Dans les années 2000, 2010, donc on avait une direction informatique traditionnelle avec un nombre d'humains, allez, mettons de 5 à 10, qui devaient se battre contre des gens qui utilisaient l'intelligence artificielle, d'où ces moyens historiques qui sont développés, notamment le DDoS. Et on va conclure là-dessus cette partie et on va terminer l'émission par notre cas pratique.